Extrait tiré de Le Poisson d'Absinthe, sorti aux éditions DMO en 2007, signé Mario Morisi. Doté d'un gésier qu'il avait peaufiné en mangeant de l'ail et en buvant du pastis à plan de cuque, celui qu'on appelait numéro 13 avait englouti 2 œufs durs, 3 ramequins de crudité, une douzaine de knacks, du cervelas et un ramequin d'érel. Tout cela poussé par 3 verres de maïto caillé, un soda plein de bulles et un bol de chocolat chaud. De Stockholm, la baie des Huttes à Turku, l'ancien évêché du Grand-Duché de Finlande, la dentelle de l'archipel donnait l'impression qu'une déesse nordique avait disposé ses îles, des galets pour jouer à la marelle les nuits d'été. Des enfants aux têtes blanches et des plaisanciers agitaient leurs mains à l'intention des passagers qui sirotaient leur drink tandis que le disque du soleil disparaissait à l'horizon. Voir l'Amorella fondre l'huile de la Baltique entre Stockholm et Turku pouvait donner l'envie de se réincarner en ferryboat. Se réincarner en ferryboat, le genre de fadaise que le vieux Elonais et ses collègues de l'association étaient capables de glisser dans un roman, qui eût apprécié d'aller et de venir le ventre dans la glace et le nez dans le clapot. Plus loin. Psui, 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 psui. Les skis du membre chronologique numéro 13 de l'ère de Sampan filaient dans leur gaine de neige et le propulsaient vers le nord-est. Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. En bon jurassien, Absinthe avait des notions de ski de fond, mais il était rouillé, pas de main la veille qui se lancerait dans la tranche-jus. Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. Absinthe traversait un sous-bois et des rivières de perles glacées étincelaient à la lumière de la lune au-dessus de sa tête. Psui, psui, psui. Dommage qu'il y eût cette nuit éternelle, cette obscurité touffue. Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. Que faisaient les ours à cette époque de l'année? Psui, psui, psui. Hibernaient-ils ou hivernaient-ils? Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. D'après ce qu'en écrivait Launay, les mâles sortaient de l'hiver moins gros mais plus musclés, et les femelles mettaient bas entre janvier et mars. Psui, psui, psui. Il ne fallait pas se faire un monde des ours, c'étaient nos cousins, ils étaient curieux, pas bêtes du tout. Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. Bon, l'état de grâce filant quenouille. Il n'était pas remis. Psic. Il avait failli tomber. Pson. Se concentrer, laisser courir les skis. Lujon, Pousseau, Lujon, Pousseau. Avancer jusqu'à cette clairière, garder la cadence. Psui, psui, psui. Encore un effort. Psui, psui, psui. Quel froid, ne pas réfléchir. Une flexion, une poussée, une flexion, une poussée. D'après le plan qu'Absinthe avait déployé contre le tronc d'un bouleau, il y avait 22 km entre l'endroit où il avait été séquestré et Urunsalmi, le premier bourg indiqué sur la carte. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pris le sentier principal, de crainte que les harpies ne préviennent le garde-chasse et ne le fassent ramener dans le sauna. Était-il sur la route du nord-est ou avait-il dévié plein nord? Passage suivant. D'après les cartes qu'Absinthe avait emportées avec lui, il y avait 600 km entre Suomussalmi et l'objectif de Maria qui se trouvait quelque part au-delà du Sevettijärvi. Aux étendues plates et boisées des premiers jours avaient succédé des ravines, des cascades glacées et d'étroits canyons qui donnaient l'impression qu'on s'enfonçait dans l'intestin d'un animal cryogénisé. En vue de l'aéroport de Kuusamo, Maria n'hésita pas à couper par les étendues du Kuusamojärvi et du Muojärvi, et les raids s'élancèrent à l'assaut du mont Ruka avant d'atteindre Karhuskeltos. Ils obliquèrent vers Sala, la commune dont une partie avait été volée à la Finlande après le traité de Paris. C'est au 4e soir de leur incursion dans la nuit polaire que le ciel choisit de se déchirer en une aurore boréale effrayante.
C'est le signe que j'attendais, avait fait Maria dans cette langue qu'elle avait enseignée à son hôte quand il était sur sa peau d'ours. Plaqué au sol par la main qui lui avait interdit de franchir l'âtre dans la tente, numéro 13 perçut une brûlure au niveau du sternum. Aveuglé par l'aurore qui se déployait à l'horizon comme la couronne d'un roi, il prit en pleine face un déluge chromatique à couper le souffle, variation du cyan à l'indigo qui renvoyait au voyage acide de son adolescence. « Tu vois le déploiement de cette aurore ?» fit la vieille Alcala. « C'est entre ses plis que se dissimulent nos univers. Seuls certains en connaissent le mystère. » Ébloui, stupéfié, Absentes eût aimé en savoir davantage. Hélas, c'est le moment que choisit un hélicoptère pour gicler d'une faille et braquer son faisceau lumineux sur eux. Plus loin encore, de gros nuages roux s'étaient donné rendez-vous au-dessus des fleuves Kemi et Unas et il se mit à neiger. Posée sur son tertre, la ville du Père Noël n'avait rien de bien réjouissant. Centre stratégique et marché central, elle s'était remise de l'anéantissement nazi et n'avait dû qu'à son plan d'urbanisme en forme de bois de Rennes, imaginé par Alvar Aalto, de retrouver de sa splendeur. Complexe d'avenues trop larges et de bâtiments massifs, elle brillait la nuit quand la grisaille des murs et l'abstraction de son architecture se fondaient derrière le jeu des lumières et des néons. Infestée de motoneiges et de touristes, ce n'était finalement qu'une station de ski comme tant d'autres. Aussi les paresseux et les rêveurs se retrouvaient-ils au café Pisto que la chaîne Cumulus gérait conjointement à ces établissements. Et pour finir, le type disait s'appeler Ilka Tapionen. Il était flotteur de bois et bûcheron indépendant, éleveur et poète. Sa hutte se trouvait le long du fleuve Kemi. Il n'allait en ville que lorsqu'il avait besoin de ravitaillement et quand il parlait de ville, il voulait dire Kemi ou Rovaniemi, à la limite Sodankila, le reste du pays, à l'exception de la vallée des Six Sapins quelque part dans le sud, n'ayant aucune existence concrète pour lui. Ayant répondu aux questions de Portino qui s'était présenté comme guide touristique pour VIP, le dit Tapionen, qui semblait sorti d'un livre d'images du début du siècle, voulut en savoir davantage sur ce qu'on voyait bouger dans le van, en particulier sur le garçon qui gardait la bouche ouverte comme un élan, qui lui fit dire « Camarade voyagiste, tu crois qu'on n'a pas assez de cinglés dans le coin pour en importer ?» Tapionen était impressionnant. Il roulait ses gros yeux d'un gris laiteux et grinçait des dents plus qu'il ne parlait. Comme ses cousins les ours, il déplaça son poids de la jambe gauche à la jambe droite et de la jambe droite à la jambe gauche et fit signe à Launay de baisser la vitre. Quand elle vit un nez retroussé à hauteur de son décolleté, Samia mit ses mains devant sa poitrine nue et poussa un cri strident. « Drôle de dégaine, TVIP, fit Tapionen en abattant 4 kilos de main sur l'épaule de l'agent spécial. T'es sûr que ce n'est pas une bande de pécoses? Ça sent une drôle d'odeur là-dedans. On se croirait à la maison du saumon à Vauxhall. » C'est alors que le numéro 13 passa sa tête par la fenêtre et qu'il se remit à glatir, à braire, à crouler, à souffler, à carcailler, à nasiller, à rire, à blatérer, à huer, mais aussi, ce qui était nouveau pour les oreilles du flotteur, à cruqueter, à brogner, à fruster, à framir, à jocastrer, à brasinuler et à frisailler. Saisi d'un formidable rire, Tapionen remit son Husqvarna en bandoulière et sauta dans son tracteur à chenillettes. « C'est bon, vous pouvez y aller, à vous revoir bientôt. » Découvrez Le Poisson d'Absentes de Mario Morisi, roman hommage à Arto Pasilina, sorti en 2006 aux éditions DMO. La plupart des photos de ce reportage sont signées Joël Sarras, photographe.